Europe Soir. Et sur Europe 1, on en vient à l'expertise des éditorialistes d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec Olivier Duhamel pour la politique, Emmanuel Dutheil pour l'économie et François Clémenceau pour l'étranger. On commence avec la politique, Olivier Duhamel. Nous sommes le 10 mars et c'est une date où lors des présidentielles précédentes, on a vu ce que l'on appelle la cristallisation des intentions de vote. Il faut peut-être expliquer ce que veut dire ce terme, Olivier. La cristallisation, c'est une théorie que j'avais avancée en 1995, vous voyez, c'est vieux, au moment où Jacques Chirac avait doublé Balladur nettement dans les intentions de vote. L'idée, c'est que quand on est à l'automne, la campagne présidentielle, elle passionne le microcosme politique, le microcosme médiatique, mais les Français, ils s'y intéressent pas vraiment. Et puis, ils s'y mettent au début de l'hiver, ils regardent, et là, à un moment donné, en fonction de ce qui a été dit, des tempéraments, des événements, tout d'un coup, la partie des électeurs qui était hésitante, évidemment, il y en a qui savent depuis le début pour qui ils vont voter, mais celle qui est hésitante, qui compte donc, se cristallise sur quelqu'un et après ça bouge plus. Donc, toc, tout d'un coup, elle se dit, ah bah non, finalement, ce sera Chirac chez les hésitants, et Balladur ne peut rien faire, il ne peut plus le rattraper. Et ça se vérifie sur les élections d'avant, 81, et ça se vérifie sur les élections d'après, 95, 2002, 2007. Et alors, selon cette théorie Duhamel de la cristallisation, est-ce qu'il y aurait en ce moment une cristallisation sur quelqu'un, sur Emmanuel Macron par exemple ? Je pense qu'il y a une cristallisation sur Emmanuel Macron qui s'est faite à partir du ralliement de l'Alliance avec François Bayrou. Et pourquoi je le pense ? Parce que tous les indicateurs concordent. D'abord, évidemment, les indicateurs d'intention de vote. Les indicateurs d'intention de vote qui, dans tous les instituts de sondage, ont montré un décrochage, c'est-à-dire une baisse de Fillon, une montée de Macron, et disons un delta, un écart de 4-5 points. Mais aussi sur d'autres indicateurs, parce que celui-là ne suffit pas. Et on sait que celui-là est de plus en plus incertain. Mais il y a les indicateurs de pronostic de victoire, de souhait de victoire, de présidentialité des différents candidats, de sûreté du choix. Alors, c'est un terrain sur lequel Macron est plus faible que les autres, mais il a pas mal réduit son retard. Ce qui me permet de dire que oui, il y a, en ce début mars, une cristallisation électorale dans cette campagne en faveur d'Emmanuel Macron. Et alors, ça veut dire qu'il va gagner ? Quand on a une cristallisation en sa faveur à la mi-mars, on est le prochain président de la République ? Ça veut dire que si ma théorie est juste, il va gagner. Mais ma théorie peut être fausse, Nicolas. Et pourquoi est-ce que ma théorie peut être fausse ? Parce que tout est chamboulé dans cette présidentielle. Ça divague de partout. Il se passe que des choses qui ne se sont jamais passées. Donc, il est possible qu'il y ait une contre-cristallisation et que pour la première fois, la théorie Duhamel de la cristallisation, que d'ailleurs tout le monde reprend sans citer, mais ça c'est le monde dans lequel on vit, c'est normal, que tout d'un coup, elle soit contredite. Donc je suis obligé, malgré les risques que j'aime prendre, je suis obligé, vous voyez, avec Trump, je les avais pris, là je suis obligé d'être prudent. D'ailleurs on voit que Fillon, après avoir rassemblé, après le Trocadéro, il réduit un petit peu le delta. Tout peut se passer dans cette campagne. Alors oui, je maintiens, si l'élection avait lieu aujourd'hui, Macron sera élu. Le plus probable, Macron sera élu. Est-ce que Macron sera certainement élu ? Non, je ne peux pas dire ça, Nicolas, parce que sinon vous ne me garderiez pas. Eh ben, vous ne le dites pas et on vous garde. Merci Olivier Duhamel et on vous retrouve demain matin à 10h pour Mediapolis sur Europe 1. On passe à l'économie avec Emmanuel Dutheil et ce soir on va parler de l'emploi. C'est au centre de cette campagne présidentielle. Et ce qui est clair, Emmanuel, c'est que plus que jamais, il y a un marché de l'emploi à deux vitesses. Oui, c'est en même temps assez impressionnant et très inquiétant pour l'avenir. Alors, on va commencer avec le côté impressionnant. Le marché de l'emploi mute à une vitesse quasi historique. Il y a environ une dizaine d'années, ce que les entreprises recherchaient, c'était des ouvriers, des employés. Aujourd'hui, ce que les entreprises cherchent principalement, ce sont des ouvriers très qualifiés, des ingénieurs. Je vais vous prendre un exemple très clair. C'est l'ouverture du gigantesque entrepôt d'Amazon près d'Amiens. Il y a quelques années, il aurait fallu embaucher des centaines de personnes pour faire la manutention dans l'entrepôt. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus besoin, à cause bien évidemment des robots. En revanche, il y a un gros besoin de conducteurs de machines automatisées, de techniciens de maintenance des robots, de professionnels qui font de l'analyse de données pour être encore plus efficaces, par exemple sur le marketing. Et on devine que ces profils-là, on en manque. Vous avez tout à fait raison et c'est l'un des gros problèmes. Adecco, qui est un géant du recrutement, estime que 10% des métiers aujourd'hui ne trouvent pas assez de candidats. C'était environ 3-4% il y a seulement quelques années, d'où les fameuses offres non pourvues dont on entend régulièrement parler. Il faut tordre le mythe à ce grand fantasme qui laisse entendre que l'on a des millions de chômeurs et des centaines de milliers d'emplois non pourvus. Autrement dit que des chômeurs ne feraient aucun effort pour travailler. Ce n'est bien évidemment pas vrai. Il y en a peut-être quelques-uns, mais ça reste extrêmement marginal. Alors c'est quoi le problème ? Eh bien, on en revient toujours au même. Le problème, c'est l'orientation
et la formation. Commençons par l'orientation. On a sûrement aujourd'hui l'un des systèmes éducatifs les plus inégalitaires au monde. Si vous êtes allé dans les bons lycées, dans les bonnes écoles, là, aucun problème, c'est la voie royale. Mais c'est une minorité. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas formé aux vrais besoins. Imaginez, il n'y a pas à l'éducation nationale d'utilisation des données informatiques disponibles pour dire voilà les filières qui vont embaucher dans 5 ans. On sait par exemple très bien aujourd'hui que l'on va avoir besoin de mes fameux réparateurs de robots par exemple. Et ensuite, bon alors là c'est vraiment le grand flou côté formation. Là encore, on est sûrement l'un des pays au monde qui dépense le plus d'argent pour sa formation, mais ça ne marche pas. Il y a trop d'acteurs, pas vraiment de pilotage national. Et c'est là que c'est totalement inquiétant. Tous ces ouvriers, ces employés qui perdent leur job parce que ces jobs disparaissent, n'ont rien pour se retourner. Et ça doit être un enjeu majeur pour le ou la future locataire de l'Élysée. Eh bien, c'est bien noté, Emmanuel Dutheil. On passe à l'édito étranger, François Clémenceau. Entre Daesh et les talibans, l'Afghanistan est plus que jamais menacé. Et au lendemain de l'attaque qui a été revendiquée par l'État islamique à Kaboul contre l'hôpital militaire qui a fait près de 40 morts avant-hier, le patron des forces américaines déployées au Moyen-Orient réclame maintenant davantage de troupes et il n'est pas sûr que Donald Trump l'accepte. Oui Nicolas, on est là devant une question qui se pose en fait presque chaque année depuis 16 ans à l'approche du printemps qui permet aux talibans de reprendre leurs offensives à grande échelle à travers le pays. Faut-il que les quelques 9000 hommes de l'armée américaine encore présents sur place changent de mission, se fassent aider par des renforts ou au contraire limiter leur engagement pour obliger les autorités afghanes à prendre leurs responsabilités et à négocier avec les talibans. La doctrine Obama avait consisté à réduire le volume des troupes et à ne confier à celles qui restent qu'un travail de formation des forces militaires et antiterroristes afghanes et aussi de l'appui aérien lors d'opérations offensives ou défensives face aux talibans. Cette stratégie a permis au gouvernement afghan de tenir, mais pas de reconquérir le terrain perdu. Et rien que l'an passé, les pertes des forces de sécurité afghanes ont augmenté d'un tiers par rapport à 2015, tandis que le nombre de victimes civiles était le plus élevé depuis 2009. Voilà, mais ce qui se passe en ce moment et qui est sans doute le pire, c'est qu'en plus des talibans, il faut maintenant prendre la menace de l'organisation de l'État islamique. Oui, exactement. Selon un rapport des Nations Unies, 10% des insurgés antigouvernementaux auraient rejoint l'État islamique, qui est désormais présent avec des brigades dans 25 des 34 provinces du pays, même si le Pentagone estime le nombre de combattants à pas plus de 3000. Sauf que ces terroristes n'ont plus besoin d'être des milliers pour créer des dégâts colossaux. Les attentats suicides contre des hôpitaux, des tribunaux, des casernes au cœur même de Kaboul sont parfois bien plus efficaces que des campagnes militaires très loin de la capitale. Ce qui, en revanche, pourrait avoir du poids, ce serait une véritable mobilisation des talibans contre Daesh en Afghanistan. Pourquoi ? Parce que ces deux forces sont rivales et que leur but n'est pas le même. Mais pour cela, il faudrait bien entendu qu'au minimum, les talibans passent un accord de répartition des tâches avec le gouvernement qui reste son ennemi principal. Et c'est pour ça qu'on a donc des généraux américains qui demandent des renforts. Que va faire Donald Trump ? Est-ce qu'il va l'accepter ? Alors, lors de sa campagne, il avait clairement dit qu'il souhaitait la poursuite du désengagement tout en gardant la poursuite des raids de drones initiés par Barack Obama. Ces généraux ne l'entendent pas de cette oreille. S'ils demandent des renforts, c'est aussi pour maintenir un semblant de stabilité à Kaboul, car leur grande crainte, bien entendu, c'est de voir un Afghanistan déclinant devenir de plus en plus l'otage du Pakistan, qui reste le vrai sujet d'inquiétude des États-Unis, notamment évidemment parce que ce pays est une puissance nucléaire. Merci beaucoup. L'édito étranger signé François Clémenceau du Journal du Dimanche. Dans un instant, les médias, le Zap et Nicolas Canteloup.